Salut les assoiffés de sang fictif, vous allez bien? Youpi, c'est enfin le printemps et on va célébrer ça avec de la diversité, du mix, du 100% inclusif. Et oui, parfois plusieurs genres cohabitent dans le même film et le vivre ensemble se passe merveilleusement bien. J'ai choisi pour vous mon préféré de Peter Jackson, Les Feebles, sorti en 1989, bien avant qu'il ne vende son âme au diable. Je sais que je ne vais pas me faire d'amis, mais pas grave, au moins je reste sincère avec vous. Pour moi, à partir de Lord of the Rings, Jackson n'est plus le génial réalisateur aux idées folles et aux effets spéciaux façon bricolage chaussette qui sentent bon la générosité. Branded, Bad Taste, l'émouvante créature céleste et même Fantôme contre Fantôme, qui fait déjà partie de l'époque Hollywood, que du bon. Quand Le Seigneur des Anneaux est sorti, j'étais hypé par le fait que ce soit lui le réal. Je me suis dit que ça donnerait un fantasy de malade mental. Quelle déception! Je me suis fait avoir de la même manière quand Takashi Miike avait sorti Jojo Bizarre Adventure. Après, il y a eu King Kong, et j'ai perdu mon Peter pour toujours. À une petite exception, en 2009, Lovely Bones, la touchante histoire d'une jeune fille assassinée qui raconte depuis l'au-delà ce qui lui est arrivé. C'est tout en subtilité, c'est mignon, mais c'est hyper triste. J'en veux à Jackson d'avoir renoncé à ses délires gore et fun. J'en veux d'avoir systématiquement recours au CGI. Je me sens trahi et je retrouve pas sa patte dans ses plus récents films. Après, tant mieux pour lui si on lui a donné la consécration tant attendue et méritée. Au fin fond de sa Nouvelle-Zélande, avec ses potes acteurs amateurs, sûr que ça nourrissait pas son homme. Super si les lecteurs du Seigneur ont adoré l'adaptation. Perso, je vais rester sur son époque kiwi et je reverrai ses premières pépites sans jamais me lasser. Revenons aux Feebles, justement. Il s'agit d'une parodie gore grotesque, pas du tout politiquement correcte du Muppet Show, un spectacle 100% enfantin à la base. Les Feebles, c'est pas pour les gosses. Mais alors, pas du tout. Sexe, drogue, langage grossier, violence verbale et physique, dénonciation des travers du show business, le tout arrosé par toutes sortes de sécrétions corporelles, vous voyez le tableau. Un autre genre s'ajoute à ce mélange dégueulasse, le musical. Parce que les Feebles, c'est une troupe de chanteurs. My oh my, I got one leg missing. I got one leg missing. I got one leg missing. How do I get around? Danseurs et autres performeurs. Marionnette oblige, on zappe le casting et on passe au pitch. Mais avant, je vais juste vous avouer un truc. Je préfère de très loin la VF à la VO. Je trouve les jeux de mots et les punchlines bien plus mordants et fun, comme dans South Park. Cherry on the cake. En VF, vous avez droit à une voix française reconnaissable entre toutes, en tout cas pour ceux de ma génération. Oh, ça n'a pas d'importance, monsieur. C'est un énorme honneur d'avoir été retenu. Luc Hamet, le doubleur officiel de mon chéri Michael J. Fox. C'est pas de la balle, ça? Ok, let's go. La troupe des Feebles, c'est sur les dents. Une chaîne télé va retransmettre leur show en direct, et là, c'est amour, gloire et pognon assuré s'ils cassent la baraque. Alors au boulot! La star du spectacle, c'est Heidi l'hippopotame, également femme du boss, Bletch le morse. Elle se fait tout le temps allumer à cause de son poids. Alors, montagne de gelée, on n'arrive plus à bouger son cul? On se fait les blagues de gros? On y va? Sur les gros? C'est parti! Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. Elle est très sensible sur le sujet, et il faut ménager la star. Sans elle, plus de Feebles, mets-toi ça dans le crâne! N'empêche, un hippopotame qui est gros, quoi de plus normal? C'est le contraire qui serait inquiétant, non? Elle fait bien des efforts pour perdre de la masse, mais elle ne sait pas résister aux gourmandises. Oserais-je? Je vous en prie, allez-y. Elle aime passionnément son mari, mais Bletch lui préfère Samantha la chatte, qui se tape en secret. Il attend le prime pour se débarrasser de son fardeau. Pour se faire du pognon bonus, il trempe dans le porno et le trafic de drogue. Chapeauté par son bras droit, un rat. Je préfère nommer surmulot, moins connoté négativement. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Nommé Trevor. L'autre grande vedette du show est Harry le Chaud Lapin. Sa représentation est menacée parce qu'il est sérieusement en train de tomber malade. Et puis sa réputation aussi est menacée à cause de Fly, la mouche à merde, le journaliste si pourri qu'il est prêt à recueillir tes excréments pour y trouver de l'info puante et juteuse. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Sandy l'éléphant est tout autant dans le caca. Son ex lui intente un procès en paternité parce qu'il refuse de reconnaître l'enfant. M'excuse Sidney, mais il a bien tes yeux. Wallah, tu mens, frère. Wynyard la grenouille est un vétéran du Vietnam totalement traumatisé et toxico jusqu'aux yeux. Sa performance, c'est de lancer des couteaux. Il y a de quoi s'inquiéter. Putain, cette jambe de partout.
En parlant de Pic-Pic, on fait la connaissance de Robert le Hérisson. Nouvellement engagé et grand admirateur d'Heidi, il voit le monde du show business, et le monde tout court, avec des lunettes d'idéaliste romantique. Il est super timide. C'est vrai que les piquants sont une preuve de virilité. Un peu chialeur, un peu drama queen, et il enchaîne les gaffes. Hurle, ça l'excite, allez. Arrêtez tout de suite. Mon Dieu, personnage. Coupé. Tu m'as bousillé ma prise, c'est la première fois que j'en ferai une deuxième. C'est encore pire quand il veut aborder Lucille. Attendez, je m'appelle Rose et j'aime vos Robert. Tout ce petit monde est dirigé par le metteur en scène Sébastien Le Renard, mon perso favori. Je vais pas spoiler le plaisir de la découverte pour ceux qui n'ont pas vu, mais en gros il passe son temps à essayer de convaincre Bletch de chanter sa propre chanson au Prime. Et quelle chanson, mes enfants! Sérieux, c'est ma préférée, ainsi que la perf de Sébastien. Oh purée, j'ai failli oublier Dennis le tapir. Il est pas important, mais bon, crois que les images parleront pour moi? Il aime les substances gluantes, notre ami Jackson. Vous êtes vraiment dégueulasse, mais ça me plaît. Est-ce qu'Heidi parviendra à garder ses kilos et perdre son mari? À perdre ses kilos et garder son mari? Wynyard arrivera-t-il à se fournir une dose? Est-ce que quelqu'un se décidera enfin à aider Abby à se sortir la tête du cul? Harry a-t-il le sida? Procurez-vous les Feebles pour répondre à ces palpitantes questions. D'ailleurs, les éditeurs en attendent toujours une version digne de ce nom en Blu-ray, ce serait mérité. Quel excellent cocktail ce film. Je suis très friande de détournements d'histoire pour les gosses. Tout à l'heure, je vous donne des titres. Je trouve ça vraiment ludique. J'adore la manière dont Jackson joue avec les lieux communs autour des animaux, avec sa touche délurée et grotesque. Le côté musical est également réussi. Les chansons sont plutôt catchy. Elles sont dans ma playlist, obligé. Surtout celle de Sébastien. Le comique est évidemment au rendez-vous. Peter Jackson sait briller dans ce domaine. De l'humour noir, dégueu, cynique, ironique. Tout ce que j'aime. Et le gore dans tout ça? Avec Jackson aux commandes, vous ne pouvez attendre que... Du lourd. À ce titre, la machette de la classe est amplement méritée par l'écrasement accidentel de l'insecte acteur porno par sa partenaire Daisy, la vache BDSM. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est plutôt immonde, outre le fait qu'elle se le tapait l'insecte en question. Mais c'est surtout ça qui me fait délirer. Oui, j'ai bien senti quelque chose, mais j'ai pensé que c'était mes hémorroïdes qui me faisaient mal. T'imagines la taille du truc quand elle en a? Ah, c'est juste de l'abus. Le katana de l'espoir revient au poisson qui veut faire un casting sauvage mais qui finit bouffé par Bletch. Là aussi, c'est l'après qui rajoute des épices. Bletch se rend à une partie de golf / négociation de drogue et son partenaire, adversaire, n'arrête pas de lui faire rater ses coups. Désolé, j'ai pas pu me retenir, allez-y. La revanche est à vomir, littéralement. Non, moi, c'est vrai que j'avais un poisson, un chat dans la gorge, désolé. Il y a d'autres tueries dans le même mauvais goût, mais c'est le moment de décerner le couteau à beurre de la honte. Je dirais le massacre à la mitraillette perpétré par Heidi. Dans notre genre préféré, c'est pas ce qu'il y a de plus croustillant, n'est-ce pas? J'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir les Feebles, un des films les plus drôles dans le genre horrifique. Le bonus parmi tous les cadeaux que nous fait Jackson dans ce movie, l'apparition d'un des aliens de Bad Taste, ajouter une pensée méta pour relever le tout. Avant de vous quitter, voici les désormais traditionnelles suggestions pour aller plus loin dans le thème. Côté histoire pour enfants racontée pour les grands, je recommande Freeway, un thriller relecture du Petit Chaperon Rouge où Reese Witherspoon donne la réplique à Kiefer Sutherland. J'aime tellement ce film. Le week-end dernier, j'ai découvert Winnie the Pooh, Blood and Honey, qui, mis à part ses actrices moisies dans tous les sens du terme et une fin des plus abruptes, ne m'a pas ennuyé du tout. Winnie et Porcinet s'en payent une belle tranche. Et si ce sont les animaux en mode défaut humain qui vous intéressent, plongez-vous dans la lecture du roman de Renard. Là aussi, c'est fun et c'est gore. De toute façon, toute la littérature médiévale est barrée et badass. Y'a qu'à piocher. Il est temps de laisser la parole à McCoy. Je vous remercie d'avoir regardé notre chronique et je vous donne rencard le mois prochain pour un numéro tout en... Ciao! Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest spécial film hybride. Un film hybride, c'est un film qui est composé de deux ou plusieurs éléments de nature, de genre ou de style différents. Ça peut être par exemple une comédie dramatique où on rit un peu et on pleure un peu plus en général, comme Peggy Sue s'est mariée avec Nick Cage. Mais je vais vous donner des exemples plus extrêmes pour que vous saisissiez bien le topo.
Alors je vous préviens, je vais spoiler un peu quelques titres, alors si vous n'avez pas vu certains de ces films et que vous voulez garder la surprise, rendez-vous à 2 minutes 43. On commence avec Click, avec Adam Sandler, une comédie pleine de blagues pipi caca. Par exemple ça. No, you got more. Yeah. Anyway, the sooner you get back to work, the sooner you'll be partnerized. I taste shit. You do? Personnellement, la première fois que j'ai vu ça, j'ai chialé de rire. Bref, tout à coup, dans ce film, sans prévenir, on a une grosse morale bien mélodramatique sur la négligence familiale qui vous arrache des cascades de larmes. Je l'avais pas vu venir à l'époque. On a Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, qui commence comme un film de cavale avec 2 malfrats qui prennent en otage une famille pieuse et qui vire au huis clos gore avec des vampires au bout de 40 minutes. Avec Salma Hayek en danseuse sexy. Santanico Pandemonium! Muy caliente, señora Hayek. On a aussi $1 Million Baby, qui débute comme un Rocky au féminin, match de boxe, ça balance de la patate de forain, testostérone et tout. Et puis vlatipa qu'un tabouret s'en mêle et tout part en couille. À voir toutes ces jolies jeunes filles en short et soutifs de sport en train de se mettre dessus, on sort les Kleenex au cas où, normal. Eh ben je pensais pas m'en servir aussi pour les yeux. Et faites pas la même connerie que moi, n'utilisez pas le même. Comment ça pique sa mère? On a évidemment le classique Psychose de Mr. Hitch, qui voit sa fausse héroïne voler de l'argent et partir se réfugier dans un motel. Et qui tourne ensuite au thriller d'horreur queer à mi-parcours. Shantae, you stay. Dans un autre genre, les films style Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui mélangent prise de vue réelle et animation. Il y en a d'autres, comme Space Jam par exemple, mais la référence, c'est Roger Rabbit, un chef-d'œuvre, tout simplement. Et enfin, mon film du mois, qui fait sacrément dans l'originalité, car en plus de mélanger le documentaire, c'est-à-dire un documentaire de fiction, tout est dans le nom, documentaire et le slasher, il mélange également le type de mise en scène. Il s'agit de Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, réalisé en 2006 par Scott Glosserman. Je vous pitch le film et je vous explique après de quoi il retourne, ça sera plus clair. Dans la petite ville de Glen Echo, dans un univers où les tueurs fictifs existent bel et bien, à savoir Freddy Krueger, Jason Voorhees, Chucky ou encore Michael Myers, une petite équipe de journalistes interviewe un homme dénommé Leslie Vernon, bien décidé à prendre la suite de ses congénères. Vernon va nous expliquer sa backstory, ses motivations, ses techniques, révéler des secrets, nous présenter son mentor et nous détailler à l'avance la façon dont il compte massacrer des teenagers lors d'une soirée où ces derniers vont squatter son ancienne demeure. Tout cela est réalisé dans un style fan footage. Caméra à l'épaule, techniciens et journalistes qui questionnent et interviewent, inquiétude de l'équipe qui ne sait plus quoi penser sur Vernon. Plaisante-t-il? Est-il un doudin qui cherche un peu d'attention? En gros, c'est un confession intime spécial serial killer. Puis, d'un coup, d'un seul, la réalisation change. On n'est plus dans un documentaire. Les journalistes témoins ne sont plus spectateurs, mais des personnages, et nous, public, devenons les spectateurs d'un vrai film où Leslie Vernon met à exécution toutes les situations dont il nous avait parlé précédemment. On sait donc tout ce qu'il a prévu, avec évidemment quelques surprises. Ça va de soi. Ce film est d'une singularité exceptionnelle. C'est même assez compliqué à expliquer comme ça, et c'est exactement pourquoi vous devez voir ce film. Mais alors attention, petite parenthèse. Par pitié, je vous en conjure, matez-le en version originale sous-titrée française. Un DVD existe en zone 2 avec ses options. Par flemme d'aller rechercher mon édition pour faire la chronique, j'ai regardé la version disponible sur Amazon Prime uniquement en VF. J'ai tenu 10 minutes. C'est abominable. Mes oreilles ont saigné plus qu'en écoutant un extrait de Joule. J'étais complètement désorienté. On se serait cru dans un film de kung-fu chinois doublé en américain. Daniel, wanna fight, huh? Fight me! J'ai lu tout un tas de commentaires de gens qui ont pourri le film, et je suis pas surpris en fait. Imaginez un faux documentaire avec un budget ridicule doublé par des gens qui prennent ça par-dessus la jambe. Forcément que les gens trouvent ça mauvais. Non, sérieux, c'est VO obligatoire. J'encourage pas le téléchargement, et si c'est la seule solution pour le voir en VO, allez-y, tant pis, c'est un crime pieux. Je suis pasteur, je vous absous.
Bon, c'était une grande parenthèse, mais c'est une grande faveur que je vous demande. Pas de VF! Où en étais-je? Ah oui, derrière le masque, The Rise of Leslie Vernon. C'est une formidable friandise pour tout amateur de slasher qui se respecte. Le film est bourré de clins d'œil. J'en avais chopé quelques-uns moi-même, évidemment, mais j'ai fait des recherches pour les autres. Il y a des apparitions, par exemple, de Ken Hodder. Juste là. Et Robert Englund, et lui il a un rôle normal. Ils sont respectivement interprètes de Jason et Freddy. On verra pas de caméo de l'interprète de Michael Myers parce qu'ils sont 11 à l'avoir incarné, donc forcément... D'ailleurs, petite anecdote de slasher. Beaucoup d'entre vous le savent sûrement, mais pour les bleus, sachez que dans les premières versions françaises de Vendredi 13 et Halloween, les tueurs s'appelaient Jackie pour Jason et Michel pour Michael. Jackie et Michel donc. Ça aurait pu donner des meurtres assez imaginatifs. Imaginez Jackie et Michel tuer une demoiselle à coup de fist fucking. Ça ferait du sale. Et pour la bande-son, quitte à être dans le mauvais goût, une petite reprise de David Martial par-dessus pour bien enfoncer le clou. Jackie et Michel lui ont cassé, c'est l'hymen. C'est l'hymen. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau vulgarité, on se situe où à peu près? Ouais, donc on est à 11. Je parlais tout à l'heure des easter eggs du film, et il y en a pléthore. Les 2 tortues domestiques de Leslie se prénomment Church et Zoe. Ça vous rappelle un truc? C'est normal, c'est le chat de Cimetière 1 et la chienne de Cimetière 2 de Marie Lambert. On aperçoit la même bagnole que Sam Raimi sur Evil Dead et d'autres films dans l'allée du personnage d'Eugène. Eugène, justement, de l'aveu du réalisateur, est censé être Billy, le tueur du premier Black Christmas. Zelda Rubinstein utilise la même voix et la même intonation que dans Poltergeist quand elle raconte la légende de Leslie. Un truc que vous auriez pas eu en VF, sans faire le relou. Quand Leslie se maquille, on peut entendre la musique de la fin de Shining. Ça n'arrête pas, et c'est vraiment galvanisant et fun. Au casting, à part les guests, pas grand monde de connus. Nathan Basil, qui incarne Leslie Vernon, est apparu dans la série Invasion de 2005 avec William Fichtner et Tyler Labine. C'est tout. Angela Gotthards a débuté dans Maman j'ai raté l'avion et porte d'ailleurs les mitaines de Kevin dans une scène de Behind the Mask. On l'a aussi vu dans Jerry Maguire et Spanglish. On a les fameux caméos de Robert Englund, immortel Freddy Krueger, Ken Hodder, que je vous ai montré tout à l'heure, 4 fois ce bon vieux Jason Voorhees quand même, et Victor Crowley dans la saga Hatchet, ainsi qu'un rôle dans Best of the Best 1 et 2, mais pas les mêmes personnages. Et pour finir, feu Zelda Rubinstein, dont j'ai mentionné le nom plus tôt, est surtout connu pour la saga Poltergeist dans son rôle de médium, habillé en médium. Scott Glosserman, le réalisateur, n'a pas fait grand-chose, à part ce film récompensé dans 6 festoches de genre, ce qui est plutôt pas mal. Après, il a fait un documentaire sur Wikipédia et un téléfilm que j'ai pas vu, The Truth Below. Je lui souhaite de nous refaire un jour un truc aussi sympa que Vernon. Pour résumer, Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, est un petit bijou d'humour noir, méta et hyper original dans sa conception, qui se moque très gentiment du genre tout en le respectant. C'est drôle, un peu creepy, et les multiples références et explications à nos interrogations les plus fondées, comme par exemple comment le tueur peut-il attraper une proie qui court, en courant quand elle regarde pas, sont délicieuses. Il faut voir Leslie nous expliquer ses routines sportives pour ne pas paraître essoufflé devant ses victimes et ainsi passer pour un tocard. Il y a un certain standing à respecter quand on est un boogeyman. Donc, s'il vous plaît, matez-vous Leslie Vernon. Je sais qu'il n'est pas forcément évident à choper, quoique trouvable sur les sites habituels, pour pas trop cher. Mais c'est une pépite à ne pas rater, de mon point de vue en tout cas. C'est fini pour ce mois de mai, on se retrouve en juin pour essayer de retrouver la clé du sous-sol de Rémi et son chien Lassie. Prenez des notes, faut gamberger. Mais sachez qu'il y aura des noirs et des blanches. Oula, ça racole sec, McCoy.